Salam alaikum wa rahmatullah. مرحبا بكم في هاد la deuxième séance, une nouvelle séance dans le programme de préparation au concours master. Donc, dans la séance, comme prévu, on va travailler sur les théories des organisations. On va échauffer les grands courants, les pensées en management. Certainement pour comprendre la réalité des entreprises aujourd'hui. Parce que les théories des organisations, c'est la partie scientifique de l'étude des régimes des organisations. Orange, il faut bien sûr les différentes écoles de pensée. On va focaliser principalement sur l'école classique, l'école des relations humaines et l'école de contingence, vu qu'elles ont une grande importance ou qu'ils ont des grandes différences bien significatives. Donc, certainement pour commencer, on va travailler avec l'école classique en premier lieu. Donc, certainement pour avoir une idée. Donc, c'est quoi tout d'abord يعني le rôle les théories des organisations. C'est l'origine ديالهم bien sûr غادي نشوفوا c'est quoi l'incident historique اللي طرا باش اننا اضطرينا ندوزو à travers les théories. Donc certainement plusieurs éléments que vous devez maîtriser في هاد le cours de management. Donc premièrement, une organisation peut être définie de multiples façons comme on a vu dans la première séance. Par exemple, on peut définir l'organisation comme un outil rationnel conçu pour atteindre un but, comme un système social composé d'individus en interaction. Là, on a précisé que l'organisation, c'est un groupement d'individus avec des interactions entre eux. Ou encore comme un ensemble de règles ou de procédures. Et en management, comprendre l'organisation est fondamental car c'est le cadre dans lequel s'exerce l'action collective. Donc certainement, l'organisation, c'est la façon avec laquelle euh, le groupement d'individus, avec toutes les interactions entre eux, certainement fonctionne. Donc les théories des organisations sont apparues de manière structurée à la fin du 19e siècle, portée par la deuxième révolution industrielle. يعني le fait historique marquant qui a marqué le passage هو الثورة الصناعية, c'est-à-dire في la fin du 19e siècle, nous avons passé par le régime d'accélération de production où l'on a des outils qui sont très avancés. Après, la production est de façon manuelle, mais nous avons opté pour la technologie, pour l'industrie, pour avancer le processus de production. Et donc, c'est l'essor de la grande entreprise capitaliste et l'exode rural. Donc, c'est les choses les plus fondamentaux qui ont été marquées par l'effet historique. Et puis, des milliers de travailleurs au même endroit, c'est-à-dire à cette époque, l'usine, et poser un défi logistique et humain inédit. Donc l'étude de ces théories n'est pas une démarche historique, mais il est essentiel pour comprendre la complexité des entreprises d'aujourd'hui. يعني c'est pratique اللي غادي نشوفوا انهم déjà دازوا في هاد les théories راه كاينين jusqu'à présent يعني appliqués au niveau des entreprises jusqu'à présent يعني jusqu'à aujourd'hui. Et certainement, on même une journée les styles de leadership, les styles de management. Donc, toutes les choses qu'on est en train d'étudier, alors ce sont des évolutions historiques, les travaux déjà bien avant. Mais tant on corrigeait les failles en apportant un nouveau ou bien un nouvel éclairage, donc la rationalité, l'humain, l'environnement, le pouvoir, etc. Et donc, cette partie, bien sûr, de cours, il est pas vraiment, c'est-à-dire fait d'une façon exhaustive, c'est-à-dire pour couvrir l'ensemble des théories qui existent, mais on va focaliser sur les théories du mouvement capital. Donc, pour comprendre les grandes évolutions de pensée en management. Donc, dans l'école classique, donc certainement, il y a يعني des fondateurs les primordiaux que vous devez bien sûr se rappeler à chaque fois في l'école classique. Donc Frédéric Taylor اللي جاب le concept de l'OST, l'organisation scientifique de travail. Donc c'est un principe lié au fondamental de l'école classique. Henry Ford, Henry Fayol et Max Weber. Donc ce sont les quatre grands fondateurs de l'école classique pour les apports managériaux de chacun d'entre eux, bien sûr pour comprendre
et de la portée de l'école classique. Donc بداو sur cette école, donc et l'école classique qui marquait la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, marquée par la connaissance et la naissance du management en tant que discipline scientifique, face à une main-d'œuvre souvent peu qualifiée et à des pratiques empiriques inefficaces. Les pères fondateurs cherchent à instaurer l'ordre, l'efficacité absolue, et leur postulat anthropologique est celui l'homo economicus, c'est-à-dire un être rationnel et calculateur dont la seule véritable motivation au travail, c'est la rémunération monétaire. Donc l'école classique a dit l'idée générale c'est que la motivation des travailleurs, des employés, des salariés au sein des usines et des organisations, quand il est purement pécuniaire, il est purement monétaire, c'est-à-dire la seule motivation c'est le salaire, c'est la seule motivation qui est la rémunération monétaire. Donc هذا هو le principe اللي كانت تقوم عليه هذه l'école classique, c'est l'homo economicus. Donc c'est le principe instauré par cette école classique. Et donc c'est quoi la portée vraiment de l'école classique? Il a fait introduire la discipline scientifique, c'est-à-dire le raisonnement de la division de travail, la répartition des tâches. Donc c'est comme quelque chose, on va faire l'organisation scientifique de l'ensemble de travail qu'on fait يعني, au niveau de l'organisation. Donc je faut bien sûr les contributions de chaque auteur, mais comme ça vous aurez l'idée générale et là la contribution transversale. Donc Friedrich Tyler, il est معروف l'organisation scientifique de travail, l'OST, c'est un ingénieur américain. Tyler est révolté par ce qu'il appelle la flânerie systématique des ouvriers, ça veut dire le fait de travailler délibérément et lentement pour protéger les emplois et les salaires. Et donc, dans son ouvrage The Principles of Scientific Management, il a proposé de remplacer le savoir-faire ouvrier traditionnel par une méthode scientifique, l'IA, l'OST. وعندها des principes اللي تتقوم عليهم هاد l'OST. Donc les principes fondamentaux, c'était l'étude scientifique du travail, et loin de best way, c'est-à-dire il faut observer, mesurer avec des chronomètres la rémunération à travers le temps, c'est-à-dire on va tout mesurer avec des mesures, des chronomètres et décomposer chaque tâche pour éliminer tout mouvement inutile. Donc il existe toujours une seule meilleure façon d'accomplir une tâche. C'était un principe de décomposition, de division de travail. C'est-à-dire chaque tâche il va être associé à l'ouvrier bien précisé. Parce comme ça, كل ouvrier il va se concentrer sur la tâche bien divisée, bien décomposée, et elle va maîtriser le processus rapidement. ماشي بحال إلا عطينا واحد لاطاش اللي فيها بزاف ديال لي ميسيون بزاف ديال لو travail. Donc à chaque fois qu'un décomposé le travail se forme plusieurs tâches, راه كيولي هذاك l'ouvrier il maîtrise le processus rapidement éviter هذاك le gaspillage ديال le temps certainement في le travail. Et donc le processus de production il s'accélère vitement. Voilà. Donc هذه كتسمى one best way. Et aussi bien sûr de la division horizontale du travail, ça veut dire que le processus de production est parcellisé en tâches élémentaires et répétitives. Donc le travail à la chaîne plus tard perfectionné par Henry Ford et en est l'aboutissement. L'ouvrier n'a pas plus qu'un geste simple à accomplir. L'ouvrier, comme j'ai précisé, une fois qu'il y a une décomposition des tâches et une division horizontale, l'ouvrier dit la même tâche d'une façon qui est très répétitive, et qui va accélérer le processus de travail. Donc automatiquement, il est comme une machine. C'est juste le travail qui est redondant et en même temps, le travail ديالو راه تيكمل le travail ديال l'ouvrier suivant. Donc كيولي خاصو ضروري accélérer le processus de production بحال كيولي عندنا une chaîne de production. يعني كيولي le travail il est en série, il est en chaîne. يعني l'ouvrier الاول تيدير واحد لاطاش كتوصل l'ouvrier الثاني كيدير هو le complément l'ouvrier الثالث يعني
متى تكمل ديك لاشين حتى كيكمل لو برودوي فينال كو سو كان داك البرودوي فواتور ou bien peu importe يعني l'essentiel كيولي le travail il est en chaîne. La division verticale du travail c'est le principe de séparation stricte entre la conception et l'exécution. Donc, هنا تيكون عندنا des différentes fonctions. Le bureau des méthodes, il fait يعني la stratégie, il pense, et, la planification et l'ordonne le travail. Et l'ouvrier, bien sûr, il a le rôle uniquement d'exécuter donc les ordres qu'il les attend sans réfléchir. يعني c'est-à-dire c'était une division liée verticale au niveau de l'organisation. Un pôle qui fait vraiment la stratégie et un pôle qui fait l'opérationnalisation et l'exécution ديال هذوك les tâches. C'est bon. يعني هنا فين غيجينا داك من بعد bien sûr développement top management lean management etc. Et le salaire au rendement bien sûr كاين هنا il est la rémunération comme on a précisé il est vraiment يعني apport objet monétaire. Donc un salaire lié au rendement de chaque employé. Donc pour contrer euh, la rémunération, il doit être bien sûr directement et proportionnel lié à la production individuelle de chaque ouvrier. Et donc, par exemple le salaire aux pièces اللي هما fabriquées, le salaire en fonction ديال le travail يعني بحجم الخدمة ديال كل شخص كتعطى une rémunération اللي كتكافئها. Donc une rémunération qui est directement et proportionnellement liée à chaque production individuelle de l'ouvrier في le travail ديالو. Donc vraiment كنشوفوا هنا بحال une vision اللي هي vraiment mécanique ديال le travail. C'est la première fois اللي كانت avec l'OST de Taylor. من بعد عندنا bien sûr un autre courant c'est le Henry Ford اللي كيتسمى le Fordisme. C'est un prolongement de Taylor. Donc هنا l'industriel Henry Ford, c'était bien sûr un ingénieur, applique et amplifie les principes de Taylor dans ses usines automobiles pour produire la célèbre Ford. Donc bien sûr, هنا فين غيتكريا donc le moteur célèbre ديال Ford, il a ajouté des innovations majeures. Donc convoyeur au travail à la chaîne, ça veut dire que ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace vers la pièce, c'est la pièce qui défile devant lui. C'est-à-dire هنا غيولي عندنا ديك les pièces qui دوزو en série, c'est-à-dire l'ouvrier qui بقى fixe في بلاصتو ou la pièce او داك le produit كيوصل حتى لعندو وهو تيخدم عليه pour éviter هنا داك le problème de déplacement. يعني l'ouvrier اللي احتاج يديبلاصا من هاد l'usine à notre usine pour compléter la tâche هنا تيضيع الوقت. Donc يعني في الفورديزم on a accéléré avec la vitesse de la chaîne pour suivre donc, le rythme de travail d'une façon liée très mécanique. Ainsi, le principe de $5 a day, yani Ford a décidé de doubler le salaire moyen de l'époque, passant à $5 par jour. L'objectif est double. Et bien sûr, réduire l'immense turnover, c'est ce qu'on appelle la rotation du personnel, dû à la pénibilité de la chaîne. Et surtout, permettre à ses propres ouvriers d'acheter des voitures qu'ils produisent, c'est-à-dire la création de la consommation de masse. Et donc certainement, on voit vraiment que ce sont des principes très mécaniques qui ont été appliqués au niveau de l'école classique. Henry Fayol, c'est l'administration industrielle et générale. Bien sûr, Henry Fayol, le français, s'intéresse bien sûr au sommet de l'entreprise et en 1916, il théorise la fonction de direction et pour lui, diriger n'est pas un talent inné et cela s'apprend. Yani, pour Henry Fayol, il va nous parler pour la façon de diriger au niveau de l'organisation. Il a identifié 6 grandes fonctions dans l'entreprise. La fonction technique, la fonction commerciale, financière, de sécurité et la fonction comptable. Mais il s'attarde sur la plus importante, la fonction administrative, c'est-à-dire le management. Il a défini, il l'a défini plutôt par 5 verbes d'action célèbres. Le POCCC. Donc certainement, toutes les lettres ont une signification. Donc pour la fonction administrative, il y a la fonction management, يكون فيها 5 ديال les verbes d'action. أولهم هو prévoir, c'est-à-dire il faut
toujours anticiper l'avenir et dresser le plan d'action. C'est ce qu'on appelle la stratégie. Bien sûr, هتشوفوا راه دابا هاد لي مون اللي هما techniques في كل école راه دابا ولاو عندنا une autre nomination parce que il y avait un développement, mais راه les origines راه جاو toujours من هاد les écoles. Donc prévoir, c'était anticiper l'avenir et dresser le plan d'action, c'est-à-dire qu'il faut fixer une stratégie. Organiser plutôt, c'est munir l'entreprise de ce qui est utile à son fonctionnement par rapport aux ressources matérielles, les ressources techniques, humaines. Commander, ça veut dire faire fonctionner le personnel et donner ses directives. Coordonner, ça veut dire relier, unir, harmoniser tous les actes et les efforts des différents services. Contrôler, ça veut dire veiller à ce que tout se passe conformément aux règles établies et aux ordres donnés. Donc, ce sont les 5 verbes d'action définis par Henry Fayol. Donc, Fayol, il liste également les 14 principes généraux d'administration, dont le plus fondamental est l'unité de commandement. Un subordonné ne doit recevoir des ordres que d'un seul supérieur hiérarchique. Bien sûr, les principes qui ont été élaborés par Fayol, il a parlé par rapport à 14 principes généraux de l'administration des organisations. Et un principe qui est marquant, c'était un changement qui est majeur, ou l'unité de commandement. Ça veut dire que chaque salarié ou chaque subordonné a reçu exécuter les ordres d'un seul supérieur hiérarchique. يعني ما تياخذ les ordres غير من عند شخص واحد. Donc ما يقدرش ياخذ les ordres من عند plusieurs personnes. والا donc le travail ما غاديش يبقى harmonisé وكيمشي في le bon sens. Donc parce que الا كان داك le subordonné تياخذ les ordres من عند واحد ومن بعد تيعطي un autre supérieur hiérarchique des ordres مختلفين, donc تما غطرى ديك la confusion, ما غيبقاش يمشي le travail d'une façon اللي هي harmonisée. Donc خاص تكون عندنا unité de commandement au sein de l'organisation. Dernièrement, il y a Max Weber qui a instauré la bureaucratie. Donc certainement, le sociologue allemand Max Weber s'intéresse à la sociologie de l'État et des grandes organisations. Il analyse les fondements de la domination et de l'autorité légitime qu'il la classe en 3 types. Une forme d'autorité, il y a ce qu'il appelle l'autorité traditionnelle, fondée sur la croyance en la sainteté des traditions et de ceux qui gouvernent, a dit la forme d'autorité traditionnelle. L'autorité charismatique, fondée sur le dévouement à la personnalité exceptionnelle du chef. Par rapport, par exemple, il s'agit par exemple avec le chef d'entreprise, un grand leader politique ou un entrepreneur visionnaire. Donc, certainement, il y a la forme d'autorité liée au gérant d'entreprise ou au chef d'entreprise. Ainsi, l'autorité rationnelle légale, fondée sur la croyance en l'égalité des règles établies sur la compétence. Donc, on met les 3 formes d'autorité dont elle a parlé Max Weber par rapport à son principe de la bureaucratie. Pour Max Weber, la bureaucratie, c'est une forme, ou bien c'est la forme la plus pure et la plus efficace de l'autorité rationnelle légale. C'est l'organisation idéale pour une société moderne car il offre la prévisibilité et équité, et ses caractéristiques sont: il a identifié 5 caractéristiques, à savoir l'impersonnalité des règles, ça veut dire que les lois s'appliquent à tout de manière égale, la fin du népotisme et de l'arbitraire, ça veut dire la bureaucratie, elle a introduit le règlement au niveau de l'organisation. يعني هنا كيولوا القوانين مطبقين على جميع الافراد, يعني les lois ils s'appliquent à tout d'une manière égale. يعني la règle de droit, elle est générale et irréversible. La division stricte des tâches et des sphères de compétences, bien sûr, la façon avec laquelle il faut faire la division le travail d'une façon qui est très personnalisée et très stricte. La hiérarchie des emplois, ça veut dire que chaque emploi est contrôlé par un supérieur hiérarchique bien défini, dont on a parlé là, le principe de l'unité de commandement. يعني هنا تيكون كل
bien sûr fonction عندها supérieur hiérarchique ديالها ou bien sûr عندها les subordonnés qui exécutent هذوك les tâches ديال كل fonction. Le recrutement et la promotion basée sur la qualification technique, diplôme et l'ancienneté, etc. يعني في le processus de gestion de ressources humaines يعني في le recrutement par exemple la promo le recrutement et la promotion تكون basée على les diplômes يعني الشواهد اللي تكون عند هذوك الناس اللي باغيين يخدموا et l'ancienneté يعني الأقدمية. Le trace écrite, ça veut dire toutes les décisions et les actes administratifs, ils doivent être consignés par écrit. هنا فين غيدخل هاد la bureaucratie bien sûr هي la trace écrite يعني أي حاجة أي ديسيزيون خاصها دير في l'organisation خاص تكون فيها ورقة يعني هو اللي غيدخل هاد البرانسيب ديال l'écrit يعني باش ما كتبقاش غير الهضرات باسكو تقدر تقول لواحد السيد معاك في l'organisation واحد الهضرة اليوم ما تيكزيكوتاش مثلا ابخي واحد دو موا يقدر يقول لك مثلا ما قلتيش ليا ولا هذا مي الا كان واحد تراس اكري يعني ورقه سينيا ايتترا دونك هنا كيكون لو ترافاي il est fait d'une façon يعني selon les normes donc هادو هما لي برينسيپ ديال l'école classique comme vous avez vu donc certainement c'est une division اللي هي très mécanique pour le travail donc malgré ces gains de productivité spectaculaire le monde et le modèle classique a montré des graves dysfonctionnements يعني بالرغم من هادشي اللي نتجات لينا هاد ليكول كلاسيك راه كاينين عندها des critiques et des limites à savoir l'aspect humain donc nous avons une déshumanisation ça veut dire par rapport à l'ouvrier qui est considéré comme une machine c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle certainement une simple extension de la machine par rapport à la gorille apprivoisée. Donc certainement, c'est la dimension inhumaine par rapport à l'école classique. Tani, critique ou bien la deuxième limite, c'est les conséquences physiologiques et psychologiques pour ce travail. Yani, la pénibilité extrême, les maladies professionnelles et certainement les maladies psychologiques et physiologiques liées aux conditions de ce travail. Parce que avec le travail qu'on enchaîne et la division horizontale verticale, هذا كله تيدخل واحد stress énorme au niveau ديال le travail. Et surtout là كان هذاك le travail qui date d'une façon اللي هي très répétitive et très accélérée يعني chaque jour. Donc راه هذاك الشيء tomber la personne في les dépressions, les maladies psychologiques et physiologiques. La crise sociale, explosion de l'absentisme, des accidents de travail et des grèves massives dans les années 1920-1930. يعني هاد le système de travail بالرغم من انه accélérer la production et la productivité donc تيطراو فيه bien sûr بزاف ديال les incidents وبزاف ديال les accidents de travail ودونك على الاثر ديال هادشي راه تيوليو دوك الاضرابات يعني العمل etc parce que les conditions de travail ne sont pas à la norme. La rigidité bureaucratique, ça veut dire que le modèle de Weber, il a poussé à l'extrême, il génère des lourdeurs bureaucratiques, une lenteur décisionnelle et une incapacité à s'adapter au changement, bien sûr. Parce que avec l'introduction que Max Weber a introduit la trace écrite, etc. Donc avec les principes, c'était pas quelque chose à être accepté directement dès l'époque. Parce que le travail, quand il est d'une façon très orale, mais le fait de passer à l'écrit, ça nécessite vraiment un changement. Donc certainement, à les grandes pensées de l'école classique, il faut d'abord l'école des relations humaines. Parce qu'il va répondre à les limites de l'école classique et pour compléter les points de défaillance de l'école bien sûr les relations humaines. Donc l'école des relations humaines elle va parler à la dimension sociale parce que il y a la dimension qui n'était pas présente au niveau de l'école classique. Donc né dans les années 1930 en création directe aux excès du taylorisme et à favorisé par les progrès de la psychologie. Donc cette école elle opère un changement de paradigme fondamental. Le postulat change qui est le travailleur n'est plus seulement un homo economicus, il est un être social motivé par des besoins d'appartenance, de reconnaissance et d'interaction
affective. يعني la valeur ajoutée des relations humaines, tout simplement, ils ont introduit la dimension sociale. يعني ils ont considéré que avec le travailleur, alors c'est pas juste quelqu'un qui fait يعني, l'exécution de travail, mais c'est un collaborateur, c'est-à-dire il a des besoins d'appartenance, des besoins de reconnaissance ou bien sûr d'interaction sociale. يعني خصنا نعتبروا هذاك السيد اللي خدام معنا هذاك لو travailleur كجزء من ديك l'organisation ماشي غير خدام عند ديك l'organisation. Donc ils vont introduire certainement la dimension sociale. Donc pour Elton Mayo et l'expérience des Hawthorne, donc le psychologique australien Elton Mayo, c'est le père fondateur de cette école. Entre les années 1927 et 1932, elle a mené une série d'expériences historiques. Dans les ateliers de Hawthorne, ce sont, l'expérience Hawthorne, il est très célèbre pour Elton Mayo. Ce sont des usines qui sont basées à Chicago. Il a fait une expérience qui a marqué l'époque. Initialement, l'objectif c'était purement taylorien, mesurer l'impact de l'amélioration de l'éclairage sur la productivité des ouvriers. يعني في l'expérience ديالو اللي كان بيتيستي بيشوف شنو لامباكت ديال الديفلوبمون اي لامélioration ديال l'éclairage يعني كيزيد في l'éclairage au niveau ديال لي زيزين وتيشوف شنو لامباكت على لا productivité ديال les ouvriers. Donc certainement la surprise des chercheurs, la productivité a augmenté quand on améliorait l'éclairage. Mais elle continuait d'augmenter même lorsqu'on réduisait la lumière pour la ramener à des niveaux très faibles. Et donc là, il a considéré l'effet de Hawthorne. C'est-à-dire, Mayo a déduit que ce n'est pas le changement des conditions matérielles qui a fait bondir la productivité, mais l'intérêt qu'on apportait aux ouvrières. يعني هنا نلقى que l'impact vraiment de l'augmentation de productivité n'était pas dû vraiment à la simple amélioration de l'éclairage, mais à un autre facteur qui a émergé dès que l'étude, dès que l'expérience, lesquels هو l'intérêt associé avec les ouvrières. Donc le fait d'avoir été choisi pour l'expérience, écouté par la direction et les chercheurs, et d'avoir pu créer un groupe solidaire à valoriser leur statut. Donc elle dit la conclusion que يعني que instauré Elton Mayo l'expérience de Hawthorne. Donc les conclusions, le comportement au travail est déterminé par les facteurs psychologiques, les sentiments d'appartenance et les sentiments de reconnaissance. يعني فاش كتقدر واحد الشخص في لو travail كتعتبره جزء من ديك لا فامي ديال لو travail etc. Donc هنا le comportement ديالو il change وكيتكون comportement اللي هو très bien sûr très efficace au niveau du travail. L'entreprise n'est pas qu'un lieu de production, يعني l'entreprise ما خصهاش تعتبر فقط واحد le lieu de production, c'est un système social complexe comportant des groupes informels, les clics, les relations d'amitié, etc. Les normes fixées par ce groupe informel ont souvent plus d'influence sur le comportement de l'ouvrier que les règles de la direction, c'est-à-dire un manager qui doit obtenir l'adhésion du groupe. Ça veut dire là l'effet groupe qui compte très important. Donc l'effet groupe qui influence le comportement ديال l'ouvrier كثر من les règles اللي كتامبوزيهم la direction. Donc هادو هما les dimensions اللي اكتشفهم إلتون مايو وفكر فيهم ودونك هذه هي la valeur ajoutée ديال l'école des relations humaines. Par la suite, nous avons bien sûr un autre psychologue, c'est Abraham Maslow, certainement avec sa théorie de motivation humaine, bien définie la pyramide des besoins. Donc c'est un processus dynamique qui vise à combler une série de besoins structurés d'une manière hiérarchique. La catégorie des besoins qui a identifié Abraham Maslow, ce sont les besoins physiologiques. Bien sûr, chaque employé, il cherche à survivre. Ce sont les besoins de manger, de dormir, de respirer. Donc en entreprise, un salaire minimum de subsistance, c'est-à-dire ça sera nécessaire. Il y a les besoins de sécurité. Chaque employé il cherche à se protéger des dangers physiques et économiques. Et en entreprise, la stabilité de l'emploi, c'est-à-dire les contrats CDI par exemple, des conditions de travail sûres
une mutuelle, assurance, etc. Ce sont des besoins de sécurité les moins très répandus. Donc, ماشي فقط هادو les besoins donc هادو هما les besoins les plus déterminants mais il a identifié يعني جميع les besoins et il a classifié بهذا l'ordre عاد من بعد عندنا des besoins d'appartenance c'est-à-dire les besoins sociaux يعني le besoin d'aimer et d'être aimé le besoin d'être accepté et en entreprise l'intégration dans l'équipe la bonne ambiance les moments de convivialité هادو كلهم ils comptent parce que les émotions elles sont très importantes في le comportement et l'engagement de l'employé. عاد كاين bien sûr une autre catégorie ديال les besoins d'estime c'est-à-dire les besoins d'estime de soi et de respect par les autres et en entreprise يعني كنلقاو des pratiques بحال les primes en mérite les titres de poste valorisant les félicitations les délégations de pouvoir etc هادو كلهم كيتعتبروا des formes de satisfaction ديال هادوك les besoins. Et bien sûr, une autre catégorie, يعني la catégorie ديال le haut de la pyramide, et moi les besoins d'accomplissement qui تسموا la réalisation de soi. C'est-à-dire exploiter pleinement son potentiel et en entreprise relever des défis complexes, autonomie totale, créativité et formation continue. Et certainement, quand je vous d'abord Abraham Maslow, il a identifié vraiment toutes les formes de besoins et elle a donné يعني les solutions pour satisfaire avec les besoins يعني dans l'entreprise et dans l'organisation. Et donc parce que le fait de satisfaire avec les besoins كتخلي vraiment l'employé le travailleur donc certainement خدام معاك pour toujours. Et donc ça améliore la productivité et la qualité de travail et كلشي كيكون en harmonisation. Donc le principe de Maslow, c'est-à-dire un individu n'est sensible aux besoins d'un niveau supérieur que si les besoins du niveau inférieur sont au moins partiellement satisfaits. On ne motive pas un employé précaire avec des promesses de réalisation de soi, c'est la peur d'être licencié le mois suivant. يعني c'est-à-dire non, il a insisté على هذه la hiérarchie. يعني راه هاد les besoins par exemple d'accomplissement راه ما غيقدرش يفكر فيهم un employé qui n'arrive pas à satisfaire بعدا هاد les besoins physiologiques et de sécurité. يعني كيفاش واحد غادي يفكر في l'affirmation de soi وهو déjà ما عندوش la satisfaction ديال هاد les besoins physiologiques et de sécurité. Donc certainement هاد la hiérarchie elle est très importante في l'organisation ديال le travail. Maintenant pour les limites de l'école des relations humaines, bien qu'indispensable, cette approche a été critiquée par sa vision angélique de l'entreprise. Il postule qu'il y a toujours un terrain d'entente parfait entre l'employé et l'entreprise, ignorant les véritables conflits d'intérêts économiques et luttes de pouvoir interne. Et bien sûr, même si l'école classique il a bien sûr identifié l'aspect mécanique du travail, l'école des relations humaines il a introduit la dimension sociale au niveau de l'organisation, mais aussi il y a des limites parce qu'il n'a pas considéré يعني, les facteurs de contingence, à savoir يعني, des facteurs internes et externes qui peuvent influencer donc, l'état de l'organisation, le mode de travail, l'aspect de changement. Donc ce sont d'autres dimensions. Les radins chaufferont bien sûr couvrés par l'école de contingence. Donc le modèle de contingence ou de leadership, il a bien sûr des apports considérables par rapport à l'approche systémique et la théorie de la contingence. Donc jusqu'à les années 1960, les théoriciens cherchaient the one best way. يعني jusqu'à présent قبل ما نوصلوا l'école de contingence كلشي كان تيقلب على one best way يعني la meilleure façon de faire. Mais à partir des années 1960, l'environnement économique devient instable, mondialisé et technologique. C'est-à-dire في هذه l'époque في البداية ديال الستينات ولا le monde instable ولا la mondialisation l'avancement technologique. Donc, l'environnement, il change très vite. Donc, il est instable, il est en constante évolution. Donc, la vision change radicalement. L'organisation n'est plus un système fermé. Il n'y a pas l'entreprise comme un système fermé uniquement, mais c'est un système ouvert et vivant, en constante interaction avec son milieu, avec son environnement. Et donc, on doit changer, bien sûr, les pratiques
managériale et on doit changer la manière de penser et de travail. Donc la théorie de contingence, il n'y a pas de structure idéale. There is no one best way. Il n'y a une seule meilleure façon de faire. Mais bien sûr, il y en a plusieurs. Donc les théoriciens de la contingence démontrent que l'efficacité d'une structure organisationnelle dépend de son adéquation avec des facteurs de contingence, des contraintes internes et externes, et la meilleure structure est celle qui s'adapte le mieux à son environnement. Yani, pour les théoriciens de l'école de contingence, la meilleure structure, la meilleure organisation هي اللي كتكون قادرة على أنها تكيف مع l'environnement ديالها بأحسن طريقة. Donc c'est la meilleure façon de s'adapter avec l'environnement. Donc عندنا l'impact de la technologie comme il est défini par John Woodward. Bien sûr, il y a certainement des types de technologies de production dictent la structure, par la production unitaire ou par petits lots. Euh, donc, ce qui nécessite certainement une structure liée très souple, organique et peu hiérarchisée avec des qualifications liées élevées. C'est-à-dire que la production unitaire, quand la production par des petits lots d'articles et de produits. Mais il a quand même une production par exemple de masse, il y a une grande quantité, مثلا في le secteur automobile, électroménager, etc. Cela nécessite une structure mécaniste classique, très hiérarchisée, centralisée. C'est-à-dire le principe de Taylorisme. Mais il a quand même une production en continu, par exemple raffinerie de pétrole, la chimie, etc. Donc il y a une forte automatisation, donc la structure redevient plus souple, gérée par des ingénieurs et des techniciens de maintenance. يعني هنا c'est l'impact de la technologie. يعني على حسب le produit, on doit chercher يعني la structure adéquate. L'impact de l'environnement, euh, ce qui étudie certainement la stabilité du marché d'une entreprise. Par exemple, ملي تنكونوا face واحد l'environnement اللي هو stable et prévisible, هنا l'entreprise a intérêt à se formaliser fortement. Mais فاش كيكون un environnement اللي هو instable et incertain, donc l'entreprise il doit adopter une structure organique, flexible, décentralisée. Bien sûr, فاش تكون فيها la communication latérale, plutôt كتكون عاوتاني verticale, pour s'adapter rapidement aux différentes situations. Ainsi, l'impact de la stratégie, اللي نزيدو على l'impact de l'environnement et de la technologie. Donc, pour l'impact de la stratégie, il détermine le devenir de l'entreprise. Donc, lorsqu'une entreprise change de stratégie à long terme, elle est obligée de modifier son organisation interne pour réussir. Bien sûr, si vous vous rappelez, déjà on a parlé de ça la première séance. On a dit que la stratégie, il est définie toujours sur le long terme. Donc, il est très difficile de changer la stratégie. Parce que le fait de changer la stratégie, il faut changer tout le reste. يعني va changer la partie opérationnelle كاملة. لأن la partie opérationnelle هي اللي كتمكننا باش نرياليزو la partie اللي هي stratégique. Donc, une entreprise par exemple qui décide de se diversifier dans de nouveaux produits et de nouveaux pays, la stratégie de diversification géographique devra abandonner sa structure fonctionnelle classique pour adopter une structure liée divisionnelle. Vous voyez, يعني على حسب la stratégie تنديروا les actions tactiques. Pour finir avec cette école de contingence aussi, donc Henry Metzberg et la synthèse des configurations. Pour Henry Metzberg, elle a proposé la théorie la plus aboutie de sa structuration organisationnelle. Pour lui, organiser, c'est diviser le travail et assurer la coordination. Et elle a identifié 5 composantes fondamentales, à savoir le sommet stratégique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une direction générale qui fixe le cap. يعني ضروري تكون عندنا top management, la direction générale au sein de l'entreprise. Le centre opérationnel, c'est-à-dire la base, ceux qui produisent les biens et les services, ce sont les ouvriers, les vendeurs, les fournisseurs. La ligne hiérarchique, c'est-à-dire les managers intermédiaires qui relient le sommet à la base. La technostructure, ça veut dire les analystes et les experts qui planifient et standardisent et contrôlent bien sûr les processus comptables, ressources humaines, ingénieurs et méthodes, statistiques, etc. Et le support logistique, ça veut dire que ce sont les services indirects qui sont liés à l'organisation, les cafétérias, les sécurités, services juridiques, informatiques, internes, toutes ces fonctions.
يعني l'impact vraiment de l'école de contingence, c'était vraiment l'aspect environnement, beaucoup plus, parce que grâce au développement technologique, la mondialisation, donc l'entreprise, il vit vraiment un environnement il est instable, imprévisible, et donc il nécessite à s'adapter avec son environnement de la façon la plus adéquate. Donc de cette façon, nous avons atteint la fin de la séance. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans la prochaine séance.